choisi de concentrer toutes les discussions en fin de session. Et je vais avoir le plaisir d'introduire, si on peut parler comme ça, juste avant de filer, Madame Lénaïque Serrazin-Orsini, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à l'hôpital de Conception il y a très longtemps, et qui maintenant est installée et qui s'occupe activement des femmes en sexologie. Bravo pour ce que tu fais, merci d'être venue. Merci. Je suis très contente d'être modérée par Blandine. Et je suis très contente d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, souvent, on pense que la définition du vaginisme paraît aisée. Je vais essayer de passer la suivante. Je vais essayer de ne pas être redondante avec ce que Sophie Berville a pu dire, mais je vais introduire un petit peu mon sujet en reprenant quelques notions. Donc effectivement, on pense que la définition du vaginisme est aisée. Pourtant, selon les classifications, on ne retrouve pas strictement la même définition. Par exemple, le DSM-5 s'attache surtout à décrire le vaginisme comme l'alliance de contraction réflexe des muscles périnéaux, s'attache aussi à la notion de douleur, de peur, d'anxiété, associée à ça sur une certaine durée et à une souffrance. La CIM 10 établie, elle, s'intéresse également sur la contracture des muscles périnéaux, mais restreint la définition finalement à l'impossibilité de pénétration par le pénis. Ainsi, on peut se demander si le vaginisme réside dans le fait d'une contraction musculaire qui rendrait la pénétration impossible, ou si on doit axer finalement la définition du vaginisme sur la notion de douleur, ou bien si on doit s'intéresser au vaginisme comme une maladie psychosomatique. Face au vaginisme, il est quand même très important, à mon avis, de distinguer d'autres pathologies que sont la dyspareunie et la vulvodynie. Il s'agira devant les patientes, effectivement, de définir clairement ce dont elles souffrent, bien que dans le DSM-5, on voit bien toutes ces pathologies soient rassemblées. Quand on s'intéresse au vaginisme, il est... Oui. Bon, bah ça va, merci. Face au vaginisme, il est important aussi de distinguer s'il s'agit d'un vaginisme primaire ou s'il s'agit d'un vaginisme secondaire, un vaginisme sélectif, un vaginisme généralisé ou partiel. Tous ces facteurs-là aussi va déjà aussi amener le début de notre prise en charge. Alors, pour définir la prévalence du vaginisme, c'est toujours un petit peu compliqué parce que selon les études, ça varie énormément. Néanmoins, parce que selon la définition qui a été prise sur le vaginisme, effectivement, on va considérer ou pas qu'il s'agit d'un vaginisme. On peut raisonnablement penser que la prévalence se situerait entre 5 à 17%. Une étude qui avait été menée par une étudiante sage-femme en 2010 avait montré que sur 260 sages-femmes dans les Bouches-du-Rhône, 88% avaient déjà été confrontées à des femmes atteintes de vaginisme. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour remercier les étudiantes sages-femmes qui semblent très, très intéressées par ce sujet et qui produisent chaque année des mémoires sur le vaginisme, qui est aussi une source considérable d'informations. On peut penser que le vaginisme serait suite à une méconnaissance anatomique ou physiologique du corps de la femme, ou bien lié à des antécédents comme des abus sexuels, ou bien lié à un conformisme religieux, éducationnel et tout ça. Sauf qu'on remarque aussi que ces patientes-là, qui sont aussi confrontées à un conformisme religieux, tout ça, ne présentent pas toutes un vaginisme non plus. On peut retenir donc, ça c'est ma petite définition à moi du vaginisme, en fait, que le vaginisme serait une réaction comportementale, physique, mentale d'évitement, de la pénétration liée à une situation qui est anxiogène et qui peut être source de souffrance, et qu'il est source de souffrance. De par sa profession spécifique auprès des femmes, les sages-femmes ont de multiples occasions, effectivement, de rencontrer une femme vaginique dans leur pratique. On remarque que les femmes vaginiques semblent des traits communs. Il ne faut pas oublier non plus que ces femmes vaginiques, souvent, ont toujours une libido, des fantasmes qui peuvent être présents. Pour elles, l'orgasme peut être possible.
Ça, faut surtout pas l'oublier, ça reste quand même des femmes avec une sexualité. Ce sont des femmes souvent qui sont anxieuses, qui ont peur de l'effraction, peur de perdre, des femmes qui sont dans un état souvent d'hypervigilance et qui font souvent preuve de catastrophisme. Je vais un peu vite, mais je suis un peu stressée. Donc... on retrouve souvent chez les femmes vaginiques, dans leur histoire familiale, une éducation stricte. Souvent, le père aura été autoritaire, voire même menaçant. On peut distinguer aussi souvent qu'on retrouve une érotisation dans la relation père-fille ou des limites qui ont été mal définies. On peut remarquer qu'il y a souvent des relations conflictuelles intrafamiliales, donc soit entre les parents, soit entre les frères, sœurs. Souvent, la mère a peu ou pas d'attrait pour la sexualité en général. En général aussi, on peut voir que la sexualité est souvent peu abordée dans la famille. Cette femme issue d'une famille est souvent la fille gentille de la famille, qui ne fait pas de vagues, qui est obéissante et qui a souvent besoin d'approbation. Elle est dans l'évitement du conflit et souvent elle a un niveau d'estime personnelle qui est plus bas que son partenaire. On doit s'intéresser, quand on s'intéresse à la femme vaginique, aussi également à son partenaire, et on peut se demander s'il ne s'agit pas du complice idéal pour entretenir sa pathologie, puisque souvent le partenaire est excessivement, je dirais, compréhensif, il est doux, il est attentionné. Est-ce qu'on pourrait se demander même si la femme ne cherche pas l'opposé de son père. Il est aussi dans l'évitement du conflit, ce qui fait un point commun entre eux. Il fuit face à l'agressivité. Souvent, il a peu ou pas d'expérience sexuelle, ce qui fait que d'ailleurs la relation puisse durer. Il a un désintérêt pour la sexualité également, et volontiers, il présente une dysfonction érectile ou une éjaculation prématurée. Alors ça, c'est quelque chose de très important aussi à considérer, parce qu'effectivement, toute pathologie est-elle bonne à traiter, c'est aussi voir les conséquences sur son couple. Les sages-femmes écoutent les femmes quand elles parlent et lorsqu'elles évoquent leur vaginisme presque comme un handicap physique. Elles parlent de leurs difficultés sexuelles, elles parlent de l'atteinte de leur santé sexuelle, elles parlent de leur désir de procréation. Elles ont peur que ça retentisse sur leur relation de couple. Elles sont souvent face donc, à une souffrance qui est chronique, et comme toutes les souffrances chroniques, elles sont source d'épuisement, peuvent être à l'origine de dépression. Bien évidemment, ce sont des femmes qui vont être face à des réminiscences des abus sexuels qu'elles ont pu subir et qui mettent en place des stratégies d'évitement. Les motifs de plainte ou d'attente des femmes face aux sages-femmes, surtout elles disent qu'elles veulent faire un bébé, elles disent qu'elles ne veulent pas que les partenaires la quittent, elles veulent lui montrer qu'elles sont capables d'avoir du plaisir avec lui, elles veulent se sentir femmes, elles veulent ne plus avoir mal et surtout elles veulent une vie sexuelle épanouie. Les motifs de consultation qui incitent les femmes vaginiques à consulter une sage-femme sont pour 54% un désir d'enfant et puis pour pas loin de la moitié non plus pour une non-consommation de l'union. Ça sera abordé, je crois, plus tard. Une étude qui avait été menée en 2016 auprès de sages-femmes sexologues a montré que le vaginisme représentait 18,3% de leurs motifs de consultation, essentiellement quand même portant sur du vaginisme primaire. Les femmes qui consultent une sage-femme sexologue n'arrivent en général pas par hasard, puisque la plupart du temps, elles sont orientées par un professionnel. Et on peut constater que finalement, il s'agit déjà d'un travail en réseau, puisque les gynécologues obstétriciens, tout le moins dans cette enquête-là, étaient ceux qui orientaient le plus vers les sages-femmes, qui étaient formées à la sexologie. Précisons que ces gynécologues-là n'étaient pas particulièrement formés en sexologie, que j'ai mis en italique ceux qui l'étaient par contre. Le diagnostic, du coup, paraît relativement simple, je dirais. Donc, face à la pratique, l'examen gynécologique est difficile ou impossible. Ce sont des femmes qui sont en souffrance. Et là, dans ce cas, quand on parle de souffrance, c'est vrai qu'il est quand même important de définir la durée de la souffrance. On peut utiliser des échelles de douleur, le retentissement sur sa vie personnelle, d'évaluer à quel point elle est anxieuse et d'évaluer ses anticipations négatives. De toute façon, on va vite s'en rendre compte en consultation. Et il est important d'évaluer le symptôme et surtout son sens. Et pour cela, il faut mettre en perspective avec son histoire.
évidemment, les sages-femmes qui sont face aux femmes vaginiques rencontrent des difficultés dans leur pratique, notamment pour près de la moitié quant à la réalisation du toucher vaginal et pour un tiers par rapport à l'examen au spéculum. D'autres pratiques ont des pourcentages moins importants, notamment parce que l'échographie endovaginale, bien que pratiquée à présent par les sages-femmes, le sont un petit peu moins en nombre. Les sages-femmes, face à ces femmes-là, ça peut impacter la pratique des sages-femmes, notamment, par exemple, comme le spéculum reste difficile effectivement à utiliser, effectivement, on aura du mal à visualiser le col, donc un défaut de dépistage majeur. Le frottis est impossible, voire quand il est réalisé avec difficulté peu concluant. Le prélèvement vaginal reste difficile, le toucher vaginal impossible. Effectivement, notamment pour les sages-femmes qui travaillent dans les centres d'AMP, on peut se poser la question effectivement des femmes vaginiques dans le parcours d'AMP, mais Hervé Lejeune va l'aborder après moi. Dans la prise en charge par les sages-femmes, effectivement, il s'agit de prendre du temps. Je crois que Sophie Berville l'a bien mis en évidence. Il faut s'intéresser énormément à l'anamnèse. Il faut expliquer l'examen effectivement et son but et les alternatives éventuelles à cet examen. Il faut effectivement inciter la patiente à participer. On peut lui proposer un examen à un doigt. On peut effectivement utiliser un spéculum de vierge ou pas de spéculum. On peut se poser la question de médication, bien que effectivement, finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque finalement, on ne traite pas vraiment sa pathologie, mais on met un pansement dessus. Dans le suivi de grossesse, bien évidemment, le vaginisme impacte aussi la pratique, puisqu'elle peut empêcher de réaliser une échographie endovaginale, et selon les conditions, effectivement, la datation de la grossesse, et puis même les complications au cours de la grossesse peuvent être compliquées à dépister. Et également, le toucher vaginal, bien qu'il n'étant pas systématique au cours de la grossesse, mais néanmoins pour évaluer des troubles particuliers. Effectivement, c'est difficile, sans toucher vaginal, de constater une modification cervicale. En fin de grossesse, il reste compliqué du coup d'évaluer un bassin, d'évaluer en cas de dépassement de terme par exemple un score de Bishop, ou bien de réaliser certains examens paracliniques nécessaires. Dans le suivi de grossesse, les sages-femmes pallient à tout ça, toujours en privilégiant le suivi par une seule sage-femme. J'insiste beaucoup sur l'entretien prénatal précoce, et vraiment précoce, et dans la mise en place d'une préparation à la naissance qui soit personnalisée, en tout petit groupe ou mieux en individuel. Tout ça pour répondre aux différents questionnements sur le déroulé du suivi de grossesse, sur le déroulé de l'accouchement avec la patiente. L'encourager donc à verbaliser ses anxiétés au cours de la grossesse, et puis peut-être d'établir avec elle quelle modalité consensuelle serait acceptable pour elle. La sage-femme, effectivement, qui fait la préparation, peut aussi faire le lien avec l'équipe qui va peut-être, si ce n'est pas la même, l'accoucher. Lors du suivi du travail, on va retrouver un petit peu les mêmes problématiques dans la difficulté à réaliser un toucher vaginal, donc faire un suivi correct, d'évaluer le score de Bishop en cas de déclenchement, et donc de même de diagnostiquer un début de travail. Effectivement, du coup, il serait compliqué de déposer un dispositif intravaginal de déclenchement. Effectivement, comme il est difficile de l'examiner, il est difficile aussi de suivre l'évolution du travail et donc de prévenir donc, les dystocies. Et puis, de tous les actes techniques qui s'imposeraient avec des circonstances sont toujours très compliqués à mettre en place. Dans le suivi du travail, évidemment, le facteur écoute étant est capital. Toujours le suivi par une seule sage-femme. Alors, on sait bien que les gardes ne sont pas extensibles. J'ai longtemps été hospitalière, je sais à quel point c'est compliqué. Favoriser la participation de la patiente, toujours, notamment lors des gestes potentiellement invasifs et techniques. Il est toujours important de quand même prendre le temps d'expliquer la nécessité des actes qu'on veut réaliser ou qu'il est nécessaire de réaliser, et de proposer toujours des choix face aux patientes. C'est toujours plus simple pour elles d'avoir l'impression de faire un choix plutôt que d'accepter quelque chose qui lui serait peut-être imposé. Il est nécessaire d'expliquer les nécessités de prise en charge. Et puis, le toucher vaginal, même au cours du travail, doit être évité d'être systématique s'il n'est pas accepté. Et peut-être que la relation de confiance qui peut s'établir entre la sage-femme qui suit la patiente et la patiente permettra que la patiente puisse accepter en fin de travail peut-être le toucher vaginal. Il est important de se centrer sur d'autres signes cliniques si on ne peut pas examiner la patiente, notamment la hauteur de la présentation, les contractions utérines, la douleur, bien que ce soit subjectif bien sûr, certains paramètres. Il faut accompagner la sage-femme à identifier ses perceptions, et c'est surtout là où ça va être déjà un premier travail de prise en charge sur sa pathologie, leur donner un sens. On se pose la question effectivement pendant le travail de poser une péridurale précocement.
Bien que, pareil, certaines patientes vont décrire des impressions de dépossession de son corps, donc il faut quand même se méfier et que ce soit quelque chose de souhaité par la patiente. Et on va échanger, si possible, sur ces projections de l'accouchement afin d'anticiper toutes ces parties négatives. Voilà. Pour l'accouchement, la femme, bien sûr, se pose des questionnements par rapport à l'accouchement par voie basse. Certaines parleront de souhait de césarienne de convenance. Bien que certaines pensent aussi que l'accouchement va les guérir de leur pathologie. Donc il est nécessaire d'échanger là-dessus pour éviter les fausses croyances. Évidemment, il sera important d'aborder l'angoisse d'anticipation parce que parfois les sages-femmes se retrouvent face à des situations de panique totale, d'agitation maternelle extrême, avec une difficulté de coopération, où là, aussi bien la patiente que le professionnel se trouvent dans un état complexe. Bien sûr, c'est très compliqué lors de l'accouchement face aux situations dystoxiques et c'est dit compliqué si un travail préalable n'a pas été réalisé d'intégrer le compagnon comme une personne ressource à ce moment-là. Une étude comparative qui avait été faite entre des femmes vaginiques et des femmes non vaginiques quant à l'issue de l'accouchement avait montré que les femmes souffrant de vaginisme avaient plus de voix basse instrumentale et plus de césarienne. Mais ceci est quand même à pondérer parce qu'en réalité, elles n'ont pas plus de risques que les autres finalement d'avoir un accouchement dystocique, sauf qu'on a plus de difficultés à prévoir, à suivre, à prévenir une éventuelle dystocie. Donc fatalement, les dystocies arrivent plus facilement chez ce genre de patientes. Pour l'accouchement, effectivement, il est important de pouvoir privilégier l'accouchement par la même sage-femme qui a suivi le travail, toujours la complexité de la durée du travail et des gardes, du temps de garde. Il est important d'établir un climat rassurant, sécurisant, de donner une place aux partenaires, de limiter les personnes présentes, de respecter son intimité, mais ça, je crois que c'est de base pour toutes les patientes qui accouchent. Il est important avec ces patientes-là de reformuler les différentes étapes de l'accouchement, histoire qu'elle n'ait pas l'impression... Son problème, c'est comme le lâcher-prise, donc c'est important pour elle qu'elle ait l'impression qu'il se passe quelque chose qui est dans l'ordre de sa maîtrise un petit peu. Il est important d'échanger avec la femme, de lui proposer toujours des options de choix quant au métier de l'accouchement, par exemple la position dans laquelle elle se sent mieux, la façon dont elle pourrait pousser, peut-être en soufflant, la vision de la poussée avec un miroir, par exemple. Voilà, en tout cas en respectant sa temporalité. On peut favoriser donc effectivement l'implication active de la femme, l'accompagner toujours à identifier ses perceptions et leur donner toujours un sens. Ça va l'aider aussi. Il faut savoir que l'accouchement reste un événement chez un être sexué. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est peut-être aussi une occasion pour elle de donner un sens à son sexe aussi à ce moment-là. Certaines études aussi privilégient une délivrance dirigée afin d'éviter aussi tout risque d'avoir recours à des délivrances artificielles. En postpartum, les difficultés sont principalement aussi face au suivi cicatriciel éventuel du périnée, à la réalisation de la visite postnatale, à la limitation bien sûr plus tard des techniques de rééducation périnéale. En postpartum, le temps et l'écoute restent aussi des facteurs majeurs. Idéalement, il s'agit de faire un lien préalable avant la naissance. On favorisera toujours l'expression et notamment on reviendra sur l'exposition du vécu de l'accouchement. On peut l'informer aussi sur les ressources possibles, sur le suivi ultérieur possible, les personnes ressources. Et je crois que Robert Porto abordera par la suite. Et on peut parler effectivement, comme disait Sophie Berville, d'éducation périnale avant de parler de rééducation. Au final, les axes de la prise en charge de sage-femme vaginique par les sages-femmes s'intéressent surtout à l'information sur l'anatomie, sur la physiologie. Elles peuvent aider les femmes à prendre conscience de leur corps, à favoriser le lâcher-prise, à réduire la peur. Et je terminerai sur le fait de quand et comment. Effectivement, la profession de sage-femme a l'avantage d'avoir de multiples facettes. Et donc, effectivement, on a pas mal d'occasions, tout compte fait, d'informer la femme sur l'anatomie et la physiologie. C'est l'occasion d'éliminer les fausses croyances, d'inviter le partenaire à se joindre à l'information, donc de devenir une personne ressource. On peut s'aider pour cela de supports, d'images, des petits exemples, voilà. C'est pas exhaustif, hein, c'est juste pour donner des exemples. Je reviendrai un petit peu pareil. Alors, il y a les clés de Vénus aussi qui peuvent être utilisées. Alors, c'est plus pour les patientes, effectivement. Et pour les professionnels, un peu qui voudraient se renseigner plus par rapport au périnée et la rééducation, il existe diverses formations possibles aussi. On peut s'étonner parfois face à des femmes vaginiques d'avoir des femmes qui pourtant dans leur cursus scolaire ou universitaire ont des notions qu'on sait biologiquement
riche et suffisante normalement pour connaître son anatomie. Et pourtant, comme a abordé Robert Porto, il s'agit d'une ignorance surprenante, puisqu'effectivement on peut se retrouver avec une infirmière qui souffre de vaginisme également. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas non plus que d'une question d'anatomie et de connaissance anatomique. Des fois, les patientes vivent leurs organes génitaux comme étant honteux, elles ont une notion de dégoût, elles trouvent leur vulve moite, humide, odorante. Le vagin est souvent perçu comme trop petit ou parfois même non perçu. Le pénis souvent perçu comme trop gros, beaucoup trop gros, souvent proportionné à l'importance émotionnelle qu'elles y mettent. Le pénis est souvent vu comme une source d'effraction. Puis je vais vous mettre un petit exemple parce que c'est bien d'illustrer tout ça sur une patiente que j'avais suivie à qui j'avais demandé d'illustrer son vaginisme. Voilà. Alors, à gauche, vous avez le dessin de la femme, et puis je ne lui avais pas demandé, mais qui a demandé à son partenaire de dessiner également le vaginisme. Et on se rend compte qu'effectivement, et pourtant cette femme-là, je dois préciser, c'est une artiste. Elle dessine très bien. La façon dont elle s'est décrite, voilà. Je crois que rien que le dessin est assez significatif, et finalement le dessin du mari l'est tout autant. Je passe beaucoup par le dessin avec les patients. La conscientisation du corps aussi peut être travaillée auprès des sages-femmes, puisque effectivement les sages-femmes ont l'avantage d'avoir de multiples formations, notamment en sophrologie, en yoga prénatal, en autonie, en rééducation. Toutes ces formations effectivement peuvent permettre d'aborder la conscience du corps. Quelques petits liens comme ça, juste informatifs pour savoir le type de formation qui peuvent être formées, mais c'est le pareil, loin d'être exhaustif. La conscientisation du corps permet à ces femmes de développer le sentiment d'appartenir à leur sexe biologique, travailler leur imaginaire érotique et travailler l'intensité émotionnelle sexuelle. En favorisant le lâcher-prise, effectivement, on va l'aider à prendre conscience de ses capacités de développement sur les habiletés corporelles, mentales. La sophrologie est un excellent outil pour prendre conscience des capacités sensitives, des sources de tension, des sources d'anxiété. Travailler là-dessus, l'hypnose aussi. Les femmes, effectivement, on va travailler avec elles sur leur peur de la douleur, sur la peur de la souffrance physique, masquant des peurs plus profondes. Elles vont peut-être être l'occasion d'exprimer leur agressivité et leur colère. Donc, effectivement, au final, on peut se poser la question, tout comme la définition du vaginisme est difficile finalement à poser, la fin de la pathologie, moi je trouve le reste tout autant. Est-ce qu'on parle de pathologie soignée quand la pénétration devient possible? Est-ce que c'est quand le rapport sexuel devient satisfaisant? Ou est-ce qu'on parle de plaisir vaginal? J'ai pas la réponse. Et les études non plus d'ailleurs. Le travail en réseau reste capital, bien sûr à mettre en perspective avec les étiologies ou la problématique de la patiente propre. Et surtout, n'oublions pas le partenaire. Je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Où on retiendra 3 grands mots, prendre le temps, faire participer la patiente. Et merci pour les belles représentations sous forme de dessin. Donc, on est un petit peu en retard sur le temps qui nous était alloué. Je passe la parole à Robert, qui va nous parler quand faut-il l'adresser au sexologue. Merci. Eh bien, tout a été dit par mes prédécesseurs et je pourrais m'arrêter là. Je me contenterai d'insister sur des points importants et pardon si je répète certains éléments qui me paraissent importants. Alors, comment marche? Voilà, ça marche bien, parfait. Tout d'abord, 3 mots d'historique pour préciser le concept de vaginisme qui a été décrit pour la première fois par Huguet en 1834 et qui a ensuite été repris par Sims, qui le premier emploie le terme de vaginisme et qui le décrit comme une étroitesse dont il prône d'ailleurs le traitement chirurgical. Plus tard, en 1876, c'est Roubaud qui écrit un livre sur le vaginisme et il se dit plutôt favorable, lui, à une conception et à des solutions psychocorporelles pour le vaginisme en citant Scanzoni et ses 100 réussites sans bistouri. La définition de Kroger reste encore valable mais partielle. D'ailleurs, Madame Serrazin-Orsini en a donné de très bonnes. Ensuite, Masters et Johnson, plus près de nous, ont également souligné le côté psychosomatique de ce concept en disant que tous les cas qu'ils avaient rencontrés avaient guéri simplement par sexothérapie.
Je regrette, comme Madame Serrazin, que le DSM ait mis dans le même sac vaginisme et dyspareunie, car ils n'ont de commun que le symptôme final, le symptôme d'appel, mais pas vraiment le concept. Le vaginisme s'en distingue parce qu'il ne réagit pas toujours à une vraie douleur, mais souvent à l'appréhension et à l'anticipation de cette douleur. Et d'autre part, les vaginiques sont souvent porteuses, associées à des troubles anxieux et phobiques, ce qui n'est pas le cas majoritaire pour les dyspareuniques. Pour l'épidémiologie, elle en a très bien parlé. La fréquence est d'environ 6 à 10% de la population féminine occidentale, mais sur ce tableau, vous voyez des différences dans le monde anglo-saxon. Peut-être cela souligne-t-il l'importance et l'influence des facteurs socio-culturels. Pour les anglo-saxons, sans doute le puritanisme joue-t-il un rôle, et pour certaines populations comme la turque, bien vous comprenez que la rigidité de certaines coutumes, en particulier moyen-orientales, peut jouer un rôle. Les motifs de consultation ont été très bien décrits précédemment, et en soulignant bien sûr que ce n'est pas toujours un désir de sexualité coïtale qui préside à la demande, c'est parfois simplement la peur de l'abandon ou bien exclusivement le désir d'enfant qui prévalent. Il y a des cas où l'examen génital est possible par un professionnel, par un médecin, par un paramédecin, mais c'est le pénis qui est interdit de séjour. Dans les vaginismes secondaires, qui sont beaucoup plus rares, on trouvera soit une pathologie vaginale qui a été décrite par Madame Berville, soit un traumatisme déclenchant, chronologiquement précédant l'avènement du symptôme, et notamment les pathologies du postpartum qui viennent d'être décrites, soit une dysfonction sexuelle masculine, soit plus souvent un rejet du conjoint pour une conjugopathie. C'est ce que je vois, moi, le plus souvent dans les vaginismes secondaires. Quand faut-il l'adresser à un sexologue? La première réponse, on a tendance à dire toujours, tant ce symptôme est complexe sous son apparente simplicité. Car le caractère éminemment symbolique de la fonction concernée, son implication physiologique, son impact conjugal et, dans certaines cultures sociales, ne doit pas faire réduire ce symptôme à un simple blocage local qui n'est qu'un langage du corps que le sexologue doit savoir décrypter et essayer de répondre à la question à quoi et à qui cette patiente dit non. En effet, sauf s'il existe une épine irritative locale qu'il faut traiter, le vaginisme est la conséquence d'une problématique en amont, qu'elle soit inhérente à la personnalité de la patiente, à son histoire traumatique, à une transmission familiale phobogène, ou bien à une distorsion cognitive soulignant le caractère abominable, douloureux de la sexualité. Et ça n'est pas proportionnel au degré de culture de ces femmes. Il y a des femmes médecins qui consultent pour vaginisme, dont l'image corporelle au dessin fait l'impasse sur le vagin et est complètement erronée, cette image vaginale, ou bien il est filiforme. Donc ça n'est pas une question d'information, c'est une question d'avoir bloqué sur cette information spécifiquement. Répondre à la question, c'est donc se poser la question du vaginisme primaire ou secondaire, est-il simplement réflexe ou phobique, des facteurs étiologiques qui le sous-tendent et bien entendu du type de sexologue envisagé. On peut quand même dire que le sexologue est indiqué quand la prise en charge médicale de base a échoué et quand l'évaluation gynécologique est normale ou est devenue normale, mais que le coït reste impossible. Je vous présente un cas, juste pour souligner un point important. Il y a longtemps, une jeune femme m'est adressée
pour mariage non consommé par un gynécologue qui lui avait pratiqué une hyménectomie et une dilatation vaginale sous anesthésie générale sans résultat. La prise en charge sexothérapique a permis à cette femme d'accepter de devenir auto-pénétrante et donc en principe apte à une pénétration, mais quand elle s'est améliorée, son mari s'est avéré défaillant. Il a refusé toute consultation, comme elle le souhaitait, et quelques mois après, ce couple s'est séparé. Ceci pour vous faire toucher du doigt, si j'ose dire, qu'une approche mécanique isolée, qui n'implique pas le partenaire, n'est pas suffisante. Quels sont les facteurs de vulnérabilité? Ils ont été bien exposés. Donc, vous les voyez sur cette diapositive. Je vais vous montrer simplement les profils de Friedman. Friedman a écrit un livre en 1962, Virgin Wife, sur 400 vaginiques. Et donc, il a établi 3 modèles qui ne sont pas scientifiques, mais qui ont l'avantage d'être imagés. Et vous constaterez que la plupart de vos patientes ont plus ou moins certains de ces caractères. Un peu caricaturaux, bien sûr. La belle au bois dormant. Hyper romantique, immature, infantile, qui vit dans un château imaginaire où elle attend que le prince charmant vienne libérer sa sexualité endormie. Et, il faut le dire, endormie le plus souvent par les interdits maternels. Ensuite, vous avez Brunehilde. Brunehilde est une guerrière, une femme qui hait les hommes, phallique, souvent homosexuelle latente. Elle craint la faiblesse, elle craint la soumission. Et donc, on peut imaginer qu'elle aura beaucoup de mal à accepter qu'on lui rentre dedans, à tous les sens du terme, et même dans tous les sens si vous préférez. Et ensuite, la reine des abeilles, mystique de la maternité. Elle considère que le mari, le partenaire, est un reproducteur et que son vagin est simplement utile à faire des enfants et pas du tout à la sexualité. Alors, les restes des facteurs de vulnérabilité, ils ont été bien dits par Madame Serrazin. J'insiste sur le discours phobogène par ascendant, les personnalités pluriphobiques, les cultures prônant et survalorisant la virginité et le choix défensif qui n'est jamais au hasard d'un partenaire peu offensif ou inhibé. L'approche thérapeutique a été très bien décrite, donc je pourrais m'arrêter là. Et la méthode, donc vous l'avez vu en filigrane, c'est la sexothérapie cognitivo-comportementale qui associe une éducation psychosexuelle, des exercices d'exploration génitaux et des entretiens psychodynamiques. Cette prise en charge donne 80 à 90% de bons résultats et on vous a dit ce qu'il fallait penser de ces résultats. Elle vous l'a très bien décrit, est-ce que c'est une pénétration simple ou est-ce que c'est une envie de pénétration ou une motivation? Il faut s'entendre sur le mot bon résultat. Alors, je vais insister simplement sur des idées clés pour la prise en charge. Premièrement, les distorsions cognitives, elles sont plus qu'un manque d'information. J'ai parlé dans le passé, elle a bien voulu, Madame Serrazin le citer, d'ignorance surprenante, et Colette Chilan parle de sexe exclu de la représentation. C'est que l'information étant partout dans les médias, on ne peut pas parler de non-accès à l'information. Il s'agit beaucoup plus d'une cécité, finalement, spécifique, et il s'agit bien sûr d'aider ces femmes, non pas en leur fournissant une documentation, mais bien plus que ça, de les accompagner, de leur apprendre à engrammer des connaissances plus précises sur leur système génital. Les exercices, ils permettent une meilleure intégration sensorielle du vagin à l'image corporelle. Bon, sensorielle. Il est difficile pour une femme de s'approprier son vagin par d'autres sens, comme l'odorat, comme la vision. Donc, je soulignerai et je conseillerais
le contact digital plutôt que le contact instrumental qui, lui, laisse intacte la phobie de ces femmes pour toucher une partie de leur corps. D'ailleurs, le sexologue prescrit des exercices, pas tellement au début pour obtenir un résultat local, mais surtout pour analyser le ressenti de la femme en les faisant, ou bien analyser les résistances qu'elle a à les faire. Les consignes. Il faut éviter les consignes trop normatives qui instaurent trop de pression, car il vaut mieux éprouver qu'endurer. Je vais citer la phrase de Midal, « Quand j'éprouve, je suis ouvert, quand j'endure, je serre les dents ». Et cette métaphore de la bouche est très intéressante. Je vous conseille de l'utiliser avec vos patientes, leur dire qu'elles ont une bouche en bas avec des lèvres, de la salive. Quand cette bouche est fermée, rien ne passe. Et quand elle est ouverte, bien sûr, elles peuvent accueillir, pas n'importe qui, mais n'importe quel volume. Pour les bons résultats, je ne reviens pas dessus. Certains couples, par contre, sont uniquement motivés par le désir d'enfant et pas du tout par une sexualité coïtale. Ils se sont habitués à une sexualité de caresse et autres non pénétrantes et ils en sont satisfaits. Ils ne veulent pas faire l'effort et suivre le protocole d'une sexothérapie dans ce sens. Ce n'est pas à nous à les forcer, donc il faut les orienter vers le gynécologue ou la sage-femme qui leur apprendra des modalités de fécondation non pénétrante. Et quand ils n'y arrivent pas, bien sûr, se pose le problème de la PMA qui fait encore débat pour cette indication. Mais je soulignerai que ces femmes qui sont devenues enceintes de manière non pénétrante, ce n'est pas inutile de les suivre parce que ça pourrait prévenir certaines dystocies. Mireille Bonnier-Ball m'a raconté un cas où la femme avait un accouchement, une expulsion extrêmement difficile, comme si l'enfant était vécu par elle comme un pénis à l'envers qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Conceptualiser ensemble l'évaluation de l'histoire psychoaffective, l'analyse des résistances, permet d'identifier les facteurs bloquants de cette patiente et doit permettre de formuler avec elle, la conceptualisation psychosomatique de son problème. Il faut le faire avec elle, ce qui vous permettra d'établir un schéma collaboratif, c'est-à-dire une alliance thérapeutique, ça a été bien dit, pour obtenir sa collaboration active tout au long du processus. Pour les entretiens psychodynamiques, la mise en mots du traumatisme éventuellement subi par ces patientes et son élaboration sont étayants et rendent possible la réunification de la dissociation engendrée par les traumatismes. Il faut donc descendre d'un étage, faire se rejoindre la tête et le corps de manière à ce que la pensée maîtrise mieux le langage du corps et que le corps devienne plus sensible aux modifications des mécanismes défensifs que la sexothérapie aura permis. On peut bien sûr, ça a été dit, recourir à une sage-femme spécialisée, à une physiothérapeute, on peut s'aider d'hypnose, de relaxation. Il ne faut pas oublier le Sunset Focus, véritable sésame pour les sexologues. Enfin, il faut éviter les protocoles standards et aborder chaque patiente naïvement, sans a priori curatif, car il faut réinventer la stratégie thérapeutique avec chaque histoire, et bien sûr en étant averti et informé de toutes les modalités possibles de traitement. Alors, le cas clinique, pour finir, c'est pour vous souligner la complexité de ce que peuvent revêtir ces vaginismes. Voilà une jeune femme de 25 ans qui me consulte pour pénétration impossible avec les 7 partenaires qu'elle a eus depuis l'âge de 18 ans, âge où elle a consulté pour la première fois, mais sans continuer, car il était impossible de faire les exercices conseillés, car elle trouvait dégoûtant, et elle le trouvait toujours quand elle est venue, dégoûtant de se regarder et de se toucher. Elle refuse bien sûr toute aide intrusive par un professionnel et elle n'a jamais eu de douleur, elle a simplement toujours fui et reculé devant la douleur anticipée. La thérapie a permis, je ne la détaille pas, a permis de verbaliser certaines blessures, le suicide du père à 7 ans,
une scène de rapport sexuel de la mère vue à 10 ans, où elle a été dégoûtée, elle a vomi, elle est partie se réfugier dans une voiture pour finir la nuit, et des rêves éclairants, dont nous citerons un ou deux. Elle a, et bien sûr là nous en sommes à la 18e séance, fait des progrès, elle est capable de s'auto-pénétrer à deux doigts, et cela sans plus aucun dégoût. La thérapie a mis également, je le dis en passant, en évidence la faille narcissique qui sous-tend un peu la pathologie de cette patiente. Et à la discussion, quand on en arrive à dire avec elle, et elle le reconnaît, qu'il n'y avait plus désormais d'obstacle à une pénétration, elle finit par dire « J'ai peur qu'en n'ayant plus d'obstacles sexuels, on ne veuille pas de moi pour d'autres raisons. » Donc là, on voit clairement que le vaginisme est un alibi à l'échec relationnel qu'elle anticipe toujours. Et cette peur d'être abandonnée est bien sûr sous-tendue par le suicide du père qu'elle a vécu comme un abandon. Et c'est ce qui explique qu'elle évite soigneusement sa phobie, de tout ce qui récèle un risque d'abandon. Son dernier rêve, dans un groupe, un garçon s'intéresse à moi, je vois son pénis en érection, mais très vite, il s'avère être une saucisse alimentaire. Je me sens ridicule, nul, et je me dis que je n'intéresse que des hommes à qui je ne donne pas envie de me posséder. Donc, ça souligne que, aussi bien les progrès dans son intimité, que la possibilité qu'a cette femme de nouer des relations sécures dépendent en grande partie d'une amélioration importante de son estime de soi. Et donc je conclus. Cela doit vous faire toucher du doigt, si j'ose dire, la complexité que peut recéler ce symptôme et la nécessaire aptitude de faire bénéficier ces patientes de plusieurs angles de lecture. D'où l'obligation pour les professionnels consultés soit de travailler en réseau, soit d'adresser ces patientes à un professionnel polyvalent, sauf si le médecin consulté ou la personne consultée l'est elle-même. D'ailleurs, cette personne, si elle ne peut pas assurer intégralement la prise en charge, doit rester, c'est important puisque la patiente lui a fait confiance, doit rester l'interlocuteur privilégié, et continuer à la suivre, ne serait-ce que pour coordonner ou pour co-théraper. Voilà, j'ai fini. J'espère ne pas avoir aggravé le retard. Merci. Merci Robert pour ce beau topo et ces beaux exemples. Alors je vais peut-être demander aux trois orateurs de ce matin, à Mme Sophie Derville, à Mme Serrazin-Orsini et à toi Robert de rester ici, peut-être pour répondre à toutes les questions. On est un petit peu limité par le temps parce qu'on a un petit peu de retard et on a on aura un temps très limité pour la pause et la visite des stands. Voilà, donc on passe la parole à la salle. Je vous laisse tous les trois. Alors, peut-être a-t-on tout dit. En tout cas, mes collègues ont vraiment tout dit. La prise en charge a été bien détaillée, toutes les nuances, je souscris entièrement. Une question là-haut, visiblement. Je peux y aller. Bonjour. Oui, non. Bonjour. Sylvie Sapin, sexologue, médecin. J'aurais deux questions à vous poser. D'abord, je voudrais savoir un petit peu comment vous fonctionnez en termes de lien avec le conjoint. C'est-à-dire, est-ce qu'il est intégré dans le travail? Est-ce que vous le voyez systématiquement? Et voilà, parce qu'on n'en a parlé pas du tout dans un cas, un petit peu dans l'autre, mais essentiellement dans l'idée que c'est quelqu'un qui peut ne pas faciliter les choses ou qui va être là pour l'accouchement. Monsieur Porto en a parlé de façon succincte, mais montre bien que ça a un rôle. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, la durée moyenne de vos prises en charge. En tout cas, pour le partenaire, c'est soumis à
possibilité et au souhait de la patiente. Il faut qu'elle le souhaite. Nous le souhaitons bien sûr. Et il faut que ce soit possible pour des raisons professionnelles ou de disponibilité pour le patient. Ce n'est pas toujours indispensable, mais c'est très utile. La durée des séances, là pour cette patiente, j'en suis à la 18e séance, mais il y a des cas qui se dénouent très rapidement en 4-5 séances, des cas simples. Qu'est-ce qu'un cas simple? Un cas simple, c'est quand la sensation prévaut sur la pensée. C'est un peu raccourci. Un cas complexe, c'est quand la pensée est prévalente et que les sensations sont secondaires. Merci. J'ajouterais juste sur le partenaire, ça dépend aussi le contexte dans lequel on la rencontre en fait, parce que finalement les sages-femmes, elles ont peut-être plus d'occasions d'avoir le partenaire aux côtés de la femme, donc c'est peut-être facilitant pour nous effectivement d'avoir accès au partenaire, alors que si elle vient pour un motif autre, enfin vraiment dans une optique sexologique, souvent déjà d'abord c'est une démarche qui lui est personnelle avant de faire rentrer finalement son partenaire dans la démarche. Donc ça dépend un petit peu dans quel contexte on reçoit ces femmes-là. Et sur la durée, pareil, puisque toute la temporalité dépend de celle de la patiente. Donc au final, on ne peut pas définir, nous, quelle durée ça va mettre. Ok. Et puis, dans la réalité, les patients vont être vus, enfin les hommes vont être vus ponctuellement, éventuellement. Le but n'est pas de les faire entrer totalement, c'est vraiment un problème personnel. Et pour autant, effectivement, il y a un lien qui n'est pas là par hasard et que c'est important de voir comment l'homme va pouvoir évoluer autour de l'évolution de sa conjointe. Et on en a la preuve sur l'exemple. Mais c'est vrai que la femme souffre et le conjoint aussi. La preuve, la patiente avec qui j'avais demandé de faire le petit dessin, je n'avais pas demandé au partenaire de faire un dessin. Et finalement, c'est elle qui m'a ramené le dessin de son conjoint, parce que forcément, ça a suscité l'échange entre eux. Et puis lui, il a voulu participer aussi. Il n'est jamais venu. Je l'avais déjà rencontré à domicile dans mon activité de sage-femme pure. C'était une personne très timide. Voilà, et c'est vrai qu'il ne serait pas venu au cabinet, mais bon, il m'avait déjà rencontré une fois, et c'est vrai qu'il a voulu participer à sa façon. Il faut l'accueillir comme tel aussi. Alors, il y a des dommages collatéraux au vaginisme purement réflexe. C'est que même quand il n'est pas impliqué dans la causalité, le partenaire souffre de cette situation quand elle s'est pérennisée. Et parfois, il est nécessaire de le voir pour peut-être l'entendre et l'écouter dans sa souffrance, entre guillemets. En tout cas, dans ses conséquences. C'est peut-être pas par hasard non plus qu'il est resté. Voilà, exactement. Alors parfois, il est responsable de quelque chose. Parfois, il y a une dysfonction sexuelle. Et là, c'est important de susciter sa venue. Et puis, d'autres fois, nous nous trouvons devant des gens qui ne veulent pas. Et là, c'est moins bon parce que c'est souvent à l'origine d'une conjugopathie. Et là, le facteur rejet du conjoint, s'il n'est pas prévalent, peut émerger. Mais on est bien dans une relation sexuelle. Donc on est deux. Une question à poser à la sage-femme. Dans le système du réseau, vous proposez l'intervention des ostéopathes. Et moi, la question que je me pose en tant que sexologue, je suis sexologue en province, c'est quelle est la possibilité d'intervention d'un ostéopathe? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et pas de faire? Qu'est-ce qu'on va dire aussi aux femmes à qui on adresse un ostéopathe? J'ai toujours cette difficulté, notamment au niveau médico-légal, par rapport aux ostéopathes. Alors en fait, effectivement, je travaille en réseau avec certains ostéopathes que je connais bien et pour des motifs particuliers, sous une indication particulière. Par exemple, quand il s'agit d'algie pelvienne, parce qu'effectivement, dans un premier temps, effectivement, les femmes qui sont vaginistes sont dans un état de contracture autour du bassin, autour, voilà, et y compris, on connaît l'importance de l'articulation thoracolombaire. Et ça, par contre, ça ne rentre pas dans nos compétences de sage-femme, par exemple, sur ces thérapies-là. Donc, effectivement, il faut aussi savoir adresser, quand on n'a pas cette compétence, effectivement, les ostéopathes peuvent voir s'il n'y a pas un dérangement intervertébral mineur, des choses comme ça. C'est dans ce but-là, en fait, que je vais intervenir, les ostéopathes, pour lever les tensions éventuelles liées aux conséquences de la pathologie. Je crois que chacun doit rester à sa place. Les soignants en sexologie, vous le savez, ont des formations d'origine et une compétence sexologique supplémentaire, en tout cas en France. Donc, ils doivent, leur qualification d'origine légitime leur pratique, mais la délimite aussi. Et donc, je crois que chacun de ces intervenants aux compétences spécifiques, faisant partie d'un réseau, doivent être des gens, si possible, avertis, en tout cas informés ou formés à la sexologie, mais doivent rester dans les limites de leur qualification d'origine
pour qu'il n'y ait pas de dérapage éthique. Bonjour, je suis Marlène Barral, je suis sage-femme et sexologue. J'aurais une question pour Madame Serrazin. Comme je suis là, coucou, là-haut, c'est pas grave. J'imagine qu'en tant que sage-femme sexologue, vous avez une approche aussi en rééducation périnale chez les femmes vaginiques. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement, parce qu'on n'a pas le temps probablement d'aller très loin, mais d'expliquer rapidement votre approche, si vous utilisez du biofeedback, avec quelle technique, etc. En fait, je fonctionne beaucoup sur les injonctions paradoxales, parce que finalement, les patientes, quand on parle de rééducation, elles viennent avec une anticipation négative, puisqu'il faut se rappeler qu'on a quand même des femmes vaginiques avec des anticipations négatives. Donc en fait, elles viennent avec l'angoisse qu'on les examine. Et donc forcément, je ne réponds pas à cette attente-là, c'est-à-dire que je ne les examine pas dans un premier temps alors qu'elles viennent pour de la rééducation périnéale. Et effectivement, je ne vais pas aborder la rééducation périnale par un abord périnéal pur. Effectivement, c'est pour ça que j'interviens sur des thérapies manuelles dites externes, c'est-à-dire autour du bassin, autour de voilà, et je vais d'abord l'inciter à ressentir son corps avant d'aller m'intéresser purement à la contraction musculaire ou des choses comme ça. Alors après, sur les techniques, je dirais que ça dépend de chacun, parce qu'il existe beaucoup de techniques de rééducation périnéale différentes. Je ne vais pas privilégier une plus que l'autre. Je crois que la bonne technique, c'est celle que maîtrise finalement la sage-femme, mais c'est juste savoir pourquoi on l'utilise, dans quel but. Voilà, mais le but, c'est finalement que la patiente s'approprie son propre corps, comprenne ce qu'elle est capable de faire et de ne pas faire. Et au final, finalement, c'est ça qui va lui donner une certaine confiance en elle, de savoir où est-ce qu'elle en est avec son propre corps. Après, l'abord dépend de chacun, quoi. Voilà. Pour ma part, c'est vrai que c'est des thérapies manuelles externes dans un premier temps, globales, corporelles, et puis ensuite, après, plus périnéales, la CMP, ou voilà. Mais je n'utilise pas de sonde ou quoi que ce soit, surtout pas. Question de Mireille Dubois. Parle fort. Alors la question, c'est combien de temps je consacre à une patiente qui vient pour un problème de vaginisme. Moi, je suis spécialisée en pathologie de la vulve, donc je vois que des patients, pratiquement que des patientes qui ont des problèmes de douleur ou qui sont délicates, dirons-nous de ce côté-là. Je compte en général une demi-heure pour une première fois, pour une première prise de contact. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup heurtée à la question du temps, que j'ai beaucoup évoqué, en particulier dans des groupes de pratique, des groupes Balint auxquels je participe, etc. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion que des fois, il ne faut pas essayer d'être trop gourmand et pas essayer de tout faire en une fois, comme je vous le ai détaillé dans le topo. C'est-à-dire des fois, rien que d'avoir fait connaissance, d'avoir pleuré un coup, d'avoir raconté des trucs, ça occupe une demi-heure et des fois, on peut s'arrêter là. Et on se reverra la fois d'après pour l'examen clinique. Donc je crois qu'il ne faut pas trop se mettre la pression nous-mêmes. Comme des fois, on rentre dans cette espèce de synergie avec la patiente, que tout le monde se met de la pression. Il faut accepter aussi que des fois, il faut prendre du temps, il faut prendre plusieurs séances. Mais ça impose du coup pour nous, les gynécos, d'avoir des délais de rendez-vous pas trop longs pour pouvoir revoir les patientes dans pas trop longtemps. Donc moi, ça m'a obligée à réaménager ma consultation en ce sens. La durée de consultation est un problème en sexologie. La mise en parole demande du temps. Voilà la conclusion. Ça me rajeunit pas. Magdalena, tout à l'heure, il y avait... Ouais, mais c'est pas grave, je descends. Ah, même je l'avais pas vu. Normalement, on descend, mais comme j'étais là. Parce qu'en fait, moi, j'avais donné mon micro